La plupart des hommes ignorent quels sont les leviers qui leur permettront de trouver une partenaire et ont une méconnaissance de la nature féminine. Dans cette vidéo, nous allons analyser les critères qui permettent aux hommes d'optimiser leurs chances avec le sexe opposé. La majorité des femmes pratiquent l'hypergamie, donc 51% des femmes et plus vont agir de la manière suivante durant leurs interactions avec le sexe opposé. Imagine l'hypergamie comme l'oxygène, une énergie, une loi universelle qui à chaque fois que tu interagis avec une femme est en train d'opérer. Cette vidéo fait suite à la première vidéo dédiée à l'hypergamie, où l'on a étudié la stratégie de reproduction des femmes depuis le prisme alpha et bêta. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui a été dit. Les femmes, les hommes et toutes les espèces sur cette planète sont nées dans un seul but qui consiste à se reproduire avec la meilleure option génétique possible et assurer la survie de sa descendance. Tout comme les animaux, les hommes et notamment les femmes ont dû s'adapter à avoir une stratégie de reproduction qui permette d'optimiser la survie de l'espèce. Et c'est de là qu'est née l'hypergamie féminine qui repose sur deux parties. La première partie, se reproduire avec la meilleure option génétique possible, alpha, et la deuxième partie, assurer la survie de sa descendance, bêta. Et cette stratégie est une dissonance cognitive car chacune des parties de l'hypergamie se manifeste de façon totalement différente avec des comportements opposés, ce qui rend la tâche difficile pour la femme de trouver un homme qui va optimiser les deux parties. Dans cette vidéo, nous allons voir sous quels critères les femmes vont sélectionner les hommes qui vont permettre d'optimiser leur hypergamie. Pour cela, nous allons devoir analyser les relations hommes-femmes avec une vision économique. On va parler du marché des relations hommes-femmes. Comme sur chaque marché, c'est le consommateur qui va définir la valeur du produit. Dans ce contexte, ce sont les femmes qui vont définir la valeur des hommes et les hommes qui vont définir la valeur des femmes. Sur ce marché, ce que les hommes et les femmes valorisent sont des critères totalement différents. Si toutes les femmes se réunissaient et déclaraient que les hommes de valeur sont ceux qui répondent à un certain standard, elles définiraient ainsi la valeur des hommes car leur choix pour la reproduction se porterait essentiellement vers ce type d'homme. Les hommes auraient tout intérêt à se conformer à ces standards s'ils souhaitent optimiser leurs options pour choisir une partenaire. Et sache que de manière générale, les femmes partagent des préférences similaires en ce qui concerne les hommes. Par conséquent, je t'encourage à te rapprocher autant que possible de ces standards tout en préservant tes propres valeurs personnelles qui te rendent unique. Il est crucial de noter que les véritables préférences des femmes en matière d'hommes ne correspondent pas toujours à ce qu'elles expriment verbalement. En réalité, ce sont les hommes capables de susciter un désir authentique et de se révéler comme le meilleur choix pour une relation à long terme qui répondront réellement à leurs attentes. C'est pour cela qu'il est plus intéressant d'observer quels sont les hommes qui ont du succès auprès des femmes et pas de demander aux femmes quels sont les hommes qui les attirent. Car leur dissonance cognitive ne leur permet pas, dans certains cas, d'avoir une vision objective sur ce qui les attire réellement. Sur le marché des relations hommes-femmes, comme sur tout marché, il existe une monnaie. Pour les femmes, cette monnaie est la validation. Plus une femme va recevoir de la validation et de l'engagement de la part des hommes, et en particulier des hommes de valeur, plus elle peut être considérée comme une femme ayant de la valeur sur le marché. Pour les hommes, la monnaie est l'accès à la reproduction. Plus un homme a la possibilité d'avoir des options en termes de reproduction, plus il peut être considéré comme un homme ayant de la valeur sur le marché. Lorsqu'une femme est face à un homme qu'elle considère de valeur, ce dernier n'aura pas à dépenser beaucoup de monnaie, validation et engagement pour avoir accès à la reproduction. À la différence que lorsque la femme est face à un homme qu'elle ne considère pas avec la valeur suffisante, ce dernier devra utiliser plus de monnaie pour que cette dernière lui laisse accès à la reproduction. Dans un premier temps, je vais énumérer les principaux critères que les hommes recherchent chez une femme, mais le cœur de la vidéo sera consacré aux critères recherchés par les femmes, car si tu maîtrises cela, tu optimiseras drastiquement tes résultats avec la jante féminine. Imaginons que nous soyons en boîte de nuit et que nous discutions entre hommes des femmes que nous trouvons les plus attirantes ce soir-là. Sache que ce n'est pas un hasard si certaines d'entre nous paraissent plus attirantes que d'autres. Bien que nos goûts personnels jouent un rôle, il y a des facteurs communs qui influencent notre perception. Dans cette configuration, il y a de fortes chances que sur toutes les femmes de la soirée, nous soyons plus ou moins tous d'accord pour décider quelles sont les 3 femmes les plus attirantes de la soirée. Biologiquement, nous sommes programmés pour détecter la jeunesse et la fertilité. Une femme qui nous attire a rempli ces 2 conditions et notre subconscient reconnaît ces traits. Cette compréhension est essentielle pour saisir comment fonctionne la valeur d'une femme sur le marché des relations basée sur sa beauté et son attrait physique. Cela peut s'illustrer par la taille des hanches, la taille de la poitrine, des lèvres pulpeuses, un visage avec des traits symétriques. Tout cela sont des indicateurs qui nous permettent de savoir que si l'on se reproduit avec cette femme, notre descendance sera en bonne santé pour assurer sa survie. Et je tiens à préciser que cela est fait de façon inconsciente. Lorsque tu vois une femme avec de belles hanches, tu ne te dis pas consciemment qu'elle serait la candidate idéale pour avoir une progéniture en raison de la largeur de ses hanches qui faciliterait l'accouchement. La seule chose que tu penses, c'est qu'elle t'attire, ton subconscient s'est chargé du reste à ta place. Il faut savoir que beaucoup d'autres critères entrent en compte lorsqu'un homme sélectionne une partenaire. Mais les critères liés au physique sont les attributs qui ont le plus de coefficients pour les hommes qui ont le choix. C'est un peu comme le baccalauréat.
Tu peux exceller en arts plastiques avec une note de 18 sur 20, mais si tu as eu seulement 4 sur 20 en français et 3 en mathématiques, tu n'auras certainement pas ton bac. De la même manière, même si tu es la femme la plus aimante, adorable et intelligente, si tu ne remplis pas certains critères physiques, tu ne pourras probablement pas accéder aux hommes ayant de la valeur sur le marché. D'un point de vue biologique, pour optimiser sa stratégie de reproduction, l'homme adopte une stratégie axée sur la quantité, car il n'a pas la certitude que la partenaire avec laquelle il se reproduit porte son enfant et non celui d'une autre durant la grossesse. Ainsi, un homme optimise sa stratégie en ayant une facilité à ressentir du désir pour plusieurs femmes et en ayant la capacité de se détacher émotionnellement durant le rapport sexuel. L'homme a de façon générale plus de facilité à dissocier l'acte sexuel de ses sentiments à la différence des femmes. Plus un homme propage ses gènes auprès de plusieurs femmes, plus il augmente ses chances d'assurer sa descendance. C'est d'ailleurs pour cela que les hommes ont de façon générale plus de libido que les femmes. La femme, quant à elle, adopte une stratégie axée sur la qualité, car elle court le risque de perdre la vie à chaque accouchement. Elle doit donc s'assurer d'être avec le meilleur candidat possible pour optimiser son hypergamie. Elle cherchera également à créer une connexion émotionnelle avec son partenaire afin de réduire le risque qu'il disparaisse après l'acte sexuel, mettant en péril sa survie et celle de sa descendance. Nous devons maintenant étudier comment la valeur d'une femme fluctue en fonction de son âge. La première question à se poser est quand est-ce qu'une femme atteint sa valeur maximale sur ce marché ? Cet apogée survient généralement entre 20 et 24 ans. Biologiquement, une femme est à cet âge au sommet de sa jeunesse et de sa fertilité, ce qui explique cette valeur maximale. Ce n'est pas une invention, mais un fait scientifique. C'est à cet âge qu'une femme est la plus fertile et donc perçue comme ayant la plus grande valeur sur ce marché des relations aux yeux des hommes. Il est possible de rencontrer une femme de 30 ans ou 40 ans très attirante, mais en général, c'est sa version d'elle-même à 24 ans qui sera perçue comme la plus attirante aux yeux des hommes. C'est à cet âge qu'elle aura le plus d'options en termes de partenaires au cours de sa vie. Et maintenant, qu'en est-il des hommes ? Quels sont les critères qui permettent aux hommes d'avoir de la valeur sur le marché des relations hommes-femmes ? Cela peut se résumer en 4 critères. Le premier, le critère physique. Ce sont tous les critères qui sont liés à ton physique, la taille, la musculature, la symétrie du visage, ton style vestimentaire, ton hygiène corporelle, tous ces critères que s'ils sont optimisés peuvent générer du désir chez les femmes. Si tu as un physique avantageux, tu optimises la partie alpha de l'hypergamie féminine et tu pourras avoir accès à des femmes pour des relations court terme si les autres critères ne sont pas optimisés. Le deuxième critère sont les compétences sociales. Les compétences sociales sont les aptitudes de communication qui permettent de susciter l'intérêt chez les femmes. Cela passe par l'humour, l'intelligence, le charisme, la répartie et la capacité à séduire. Il va être indispensable de savoir sexualiser tes interactions avec les femmes. Car un homme qui a des compétences sociales mais ne sait pas sexualiser peut facilement terminer dans la friendzone. Sexualiser consiste à faire comprendre à une femme que tes intentions vont au-delà de l'amitié, que tu cherches quelque chose de plus romantique ou d'intime dans la relation. En d'autres termes, tu te positionnes du côté alpha de l'hypergamie en exprimant clairement ton désir. La sexualisation est souvent difficile à maîtriser pour les hommes à dominance bêta, car cela implique le risque de perdre l'interaction si la femme ne répond pas favorablement. Et l'homme bêta joue pour ne pas perdre, là où l'homme alpha joue pour gagner et pour cela sait qu'il doit prendre le risque de perdre. Les compétences sociales peuvent donc susciter le désir chez les femmes que si elles sont accompagnées de la sexualisation. Elle doit être faite de façon progressive et ajustée en fonction des signes d'intérêt que la femme te montre. Le troisième critère, le statut social. Le statut social se réfère à la reconnaissance, à la visibilité ou à la compétence dans un domaine. Je fais la distinction entre statut social et statut financier, bien que ceux-ci soient souvent liés. Par exemple, jouer au foot dans ton quartier te confère un faible statut social, alors que jouer au PSG t'en donne un plus élevé. De même que suivre des cours de salsa en tant que débutant te donne un faible statut social, mais être le professeur de salsa qui dispense les cours t'en donne un plus élevé. Ainsi, le statut social varie selon le contexte, mais il est souvent associé à la compétence dans un domaine et à la visibilité, ce qui est un trait qui attire les femmes. Je vais te donner un exemple personnel. À un moment de ma vie, j'ai fait de la télé-réalité au Mexique et cela m'a donné un statut social car j'avais de la visibilité. Mais cette visibilité n'avait pas eu d'impact sur mon statut financier. Cependant, un certain nombre de femmes qui n'étaient pas intéressées lorsque j'ai sexualisé avec elles avant de passer à la télé sont revenues vers moi et m'ont témoigné de l'intérêt après avoir vu mon statut social augmenté grâce à l'émission. De nos jours, un moyen efficace pour les femmes d'identifier rapidement ton statut social est à travers tes réseaux sociaux. Plus tu es suivi par un grand nombre d'abonnés, plus ton statut social est perçu comme élevé. Un statut social élevé peut susciter le désir chez les femmes, à condition que tu n'aies pas de gros déficits sur les autres critères. Et enfin, le dernier et quatrième critère, le statut financier. Le statut financier se réfère aux revenus que tu es capable de générer et je rajouterai à cela la façon dont tu les génères. Aux yeux des femmes, un éboueur qui génère 10 000 € par mois aura moins de valeur qu'un entrepreneur en ligne qui génère 8 000 € par mois et qui a accès à la liberté géographique.
De plus, pour une femme, l'argent non dépensé n'a pas d'impact sur l'optimisation de son hypergamie, car les ressources inutilisées ne contribuent pas à son intérêt. Par exemple, si tu gagnes 10 000 euros par mois, mais vis avec un style de vie à seulement 2 000 euros, une femme pourrait être davantage attirée par un homme qui gagne 6 000 euros et avec un style de vie correspondant à 5 000 euros par mois. Le statut financier est l'un des paramètres les plus importants pour les femmes qui souhaitent optimiser la partie bêta de leur hypergamie et se projeter sur une relation à long terme. Mon conseil en tant que alphatitude et pas bêtatitude, sois performant sur le critère financier pour avoir une vie qui corresponde à tes standards, mais ne te sers pas de cet outil pour séduire les femmes car il y a de fortes chances que tu finisses du côté bêta de l'hypergamie. Et dans cette situation, tu seras dans une relation purement transactionnelle, ressources contre relations et l'accès à la reproduction. Tu dois faire en sorte que ta situation financière ne te disqualifie pas auprès des femmes qui correspondent à tes standards, sans pour autant dépendre de cela pour les séduire. Et oui, je sais, c'est pas facile d'être un homme. Ces 4 critères que nous venons d'analyser composent ton SMV, Sexual Market Value. C'est un terme que je vais souvent utiliser pour faire référence aux 4 critères que je viens de citer. Physique, compétences sociales, statut social et statut financier. Pour optimiser tes résultats avec les femmes, aussi bien du côté bêta que alpha de l'hypergamie, il faudra que tu sois le plus performant possible sur chacun des critères et c'est d'ailleurs pour cela que la période où l'homme a le plus de valeur sur le marché des relations hommes-femmes se situe aux alentours de 30 et 35 ans, car ce dernier a besoin de temps pour construire sa valeur. La valeur de l'homme dépend donc du travail qu'il a investi dans son développement personnel. De plus, il est fortement recommandé que ta valeur soit supérieure à celle de ta potentielle partenaire sur le critère financier si tu souhaites maximiser tes options avec la gente féminine dans le cadre d'une relation à long terme. En effet, selon la définition de l'hypergamie que l'on retrouve fréquemment, les femmes sont attirées par les hommes qu'elles considèrent comme supérieurs. Ton SMV est donc relatif au contexte de la femme. Supposons que tu as un salaire mensuel de 10 000 euros par mois. Dans ce cas, une femme qui gagne également 10 000 euros par mois ne sera pas impressionnée par ton statut financier malgré que tu fasses partie du top 1% des meilleurs salaires. Tandis qu'une femme qui gagne 2 000 euros par mois le sera. À ce stade de la vidéo et avec les connaissances que tu as acquises sur l'hypergamie, tu pourrais te demander: si je travaille sur mon développement personnel pour augmenter ma valeur de manière significative, est-ce que cela me donnera accès à toutes les femmes sur le marché? Pour répondre à cela, je te dirais qu'en pensant ainsi et en passant à la pratique via des techniques de séduction que nous verrons dans des prochaines vidéos, tu auras mis toutes les chances de ton côté pour trouver une partenaire car ce sont les éléments sur lesquels tu as le contrôle et que tu peux améliorer. Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple et les femmes ont des critères qui sont souvent hors de notre contrôle. Vois les relations comme une équation mathématique. Si tu arrives à avoir un SMV correspondant au standard de la femme avec laquelle tu es en train d'interagir, de plus, tu corresponds à ses préférences en termes de partenaire d'un point de vue ethnique, en termes de taille, religion, et j'en passe, et que tu arrives à créer une connexion émotionnelle avec elle durant vos interactions, tu auras accès à une relation court terme ou long terme en fonction de la partie de l'hypergamie que tu optimises à ce moment-là. Comme tu peux le voir, tu n'as absolument aucun contrôle sur ses préférences ni sur la connexion émotionnelle que tu peux créer avec elle. Ce sont ces deux inconnus qui rendent les relations si mystérieuses et difficiles à comprendre. Et c'est d'ailleurs selon moi ce qui rend les relations humaines si intéressantes. Je vais te donner un exemple. Parfois, tu es en parfait accord avec ce qu'une femme attend d'un homme au niveau de ton SMV et de ses préférences. Cependant, tu vas au rendez-vous avec elle et à la fin du rendez-vous, vous en venez tous les deux à la même conclusion. Il n'y a pas eu de feeling. Dans ce cas-là, l'aspect émotionnel n'a pas été favorable pour établir une relation avec cette potentielle partenaire, que ce soit pour une relation à court terme ou long terme. Et en fonction des candidats que les femmes ont à disposition dans leur cercle social ou en ligne, elles choisiront la meilleure option pour satisfaire leur hypergamie en se basant sur cette formule mathématique. Lorsque les femmes ne trouvent pas d'hommes correspondant à leurs standards et préférences souhaitant s'engager, elles ont 3 options. La première, baisser leurs standards afin d'élargir leur choix de partenaires potentiels, que ce soit pour une relation à court terme ou à long terme. La deuxième, augmenter leur valeur sur le marché des relations en effectuant des changements physiques ou en modifiant leur attitude. Et enfin, la troisième, ne pas baisser leurs standards, ne pas travailler sur leur SMV, rester célibataire et opter pour des animaux de compagnie pour lutter contre la solitude. Les femmes aiment souvent te vendre que ta réussite dans les relations hommes-femmes repose essentiellement sur la connexion émotionnelle que tu vas créer avec elles, car elles voient les relations d'un prisme émotionnel, là où les hommes, voyant les relations d'un prisme plus rationnel, auront tendance à croire que leur succès va essentiellement dépendre de leur SMV. Les femmes perçoivent la connexion émotionnelle comme un tour de magie dont elles ne veulent pas connaître les secrets. Elles veulent simplement ressentir les émotions que ce tour leur procure et en tant que bon magicien, ton travail consiste à maîtriser parfaitement ce processus afin que ta partenaire ne voit que la magie et croit que tu es l'homme de sa vie sans soupçonner que tout était prévu. Mais la réalité est que les barrières à l'entrée de cette connexion émotionnelle est majoritairement conditionnée
par ton SMV et ses préférences en termes de partenaire, même si ton SMV peut dans certains cas remettre en question ses préférences. Je vais te donner un exemple. Une femme peut dire qu'elle n'est pas attirée par les hommes de la communauté afro, mais que si Michael B. Jordan lui faisait des avances, elle ne laisserait pas passer cette opportunité parce que c'est Michael B. Jordan quand même. Et que cet homme optimise son hypergamie comme aucun de ses actuels prétendants ne peut le faire. Après analyse de ces concepts, tu peux être amené à te demander si je remplis toutes ces conditions et que je suis bêta, quels sont les résultats que cela va me donner et vice versa si je suis alpha. La bonne nouvelle, c'est que peu importe de quel côté de l'hypergamie tu te situes, si tu optimises ton SMV, tu auras des résultats avec les femmes. La seule différence, c'est que de façon générale, dans 51% des cas et plus, nice guys finish last. Les gentils garçons finissent dernier. N'oublions pas que l'hypergamie évolue dans un contexte et un des éléments qui influencent ce contexte est l'horloge biologique. Plus une femme sera fertile et jeune et plus elle aura une tendance à vouloir se reproduire avec un homme présentant des avantages de caractéristiques alpha, car comme vu dans la vidéo précédente, ce sont ceux qui disposent des meilleurs gènes pour la reproduction. Et en étant dans sa période la plus fertile, la logique fait que c'est le meilleur moment pour procréer et ainsi profiter des hommes alpha qui sont considérés comme les hommes ayant les meilleurs gènes. Cependant, à mesure qu'elle vieillit, qu'elle fait face à la concurrence de femmes plus jeunes et qu'elle reçoit moins de validation qu'auparavant d'hommes de valeur, elle se rend compte que le désir qu'elle ressent pour les hommes alpha n'est pas nécessairement synonyme de relations stables. Et elles auront tendance à chercher à construire une famille et à rechercher la stabilité avec des hommes à dominance bêta ou avec un homme à dominance alpha au début de la relation qu'elles réussiront à convertir en bêta via le processus de bétaisation. Car leur horloge biologique leur indique de façon consciente ou inconsciente que la fenêtre de tir pour construire une famille et avoir une relation stable se réduit. Elles ressentent à ce moment-là le besoin de sécurité, elles vont donc privilégier les ressources, l'attention et la validation sur le long terme que l'homme bêta peut leur procurer. C'est pour cela que passé un certain âge, les femmes ont souvent une approche beaucoup plus rationnelle des relations et des standards qu'elles souhaitent pour une relation à long terme. Pour résumer, durant leur jeunesse, les femmes auront tendance à donner priorité aux alphas et avec le temps, vont valoriser les caractéristiques de l'homme bêta. Mais peu importe leur âge, les femmes vont toujours ressentir du désir envers les hommes alpha. Pour illustrer cela, je vais te raconter une histoire et dis-moi dans les commentaires si c'est un phénomène que tu as déjà vu autour de toi ou si cette histoire est de la pure science-fiction. C'est parti. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, durant sa jeunesse, n'avait aucun succès avec les femmes et manquait de compétences sociales. Pendant sa vingtaine, les femmes ne lui prêtaient aucun intérêt. Celles qu'il désirait pour une relation finissaient toujours avec des bad boys. Et elle se plaignait ensuite de ne pas être traitée correctement par eux, alors que ce jeune homme aurait pu les traiter bien mieux. Et le temps est passé et ce jeune homme a construit son futur, travaillé sur sa situation professionnelle, il a un bon travail, une belle voiture, une maison, il dispose de tous les éléments de sécurité dont une femme a besoin pour se projeter sur une relation à long terme et créer une famille. Et tout d'un coup, cet homme commence à recevoir de l'intérêt des femmes qui, dès qu'elles interagissent avec lui, le voient comme le candidat idéal pour une relation à long terme et refusent absolument de se projeter avec lui pour du court terme. Lorsqu'il interagit avec ces femmes, elles lui disent clairement qu'elles refusent de passer une nuit avec lui sans engagement. Elles insistent pour qu'il montre son sérieux et son investissement avant de lui accorder une nuit de passion. Cet homme, méconnaissant la nature féminine, croit que c'est le destin, que cette femme est spéciale et qu'il a trouvé son âme sœur. Et dans certains cas, cette femme a peut-être même eu un enfant ou plusieurs de relations précédentes. Il accepte de commencer une relation avec elle, il se marie et se vante d'avoir une femme qu'il aime, la considérant comme l'amour de sa vie. Ce que cette femme ne veut pas qu'il sache, est que cet homme, maintenant qu'il a travaillé sur lui pendant toutes ces années, est le meilleur candidat pour optimiser la deuxième partie de son hypergamie. Qu'il est celui qui a les meilleures caractéristiques bêta et le meilleur SMV dans ses options, qui est disposé à s'engager avec elle sur le long terme. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais c'est malheureusement la réalité. Il n'a été qu'une pièce sur l'échiquier de l'hypergamie. C'est pour cela qu'il arrivera à avoir une relation avec elle et à créer une famille. Il se peut que pour lui, cela n'ait pas d'importance car le but est de passer la ligne d'arrivée et de ne pas finir seul. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, nice guys finish last. Les gentils garçons finissent dernier, mais finissent la course. Pour certains hommes, l'objectif est simplement de terminer la course, peu importe les conditions ou les sacrifices nécessaires. Et là vient le plus intéressant, c'est que l'intimité que cet homme recevra au cours de la relation sera nettement différente de la sexualité que cette femme a vécue avec les hommes alpha pendant sa vingtaine. Il y a une grande probabilité que cette dernière ait profité durant sa jeunesse pour expérimenter sa sexualité et faire plein de folies dans des lieux insolites, trio, orgie et j'en passe. Chose qu'elle ne fera jamais avec cet homme bêta. À l'homme bêta, elle lui donnera accès à l'intimité, bien sûr, mais ce qu'elle considère tout juste nécessaire pour maintenir la relation.
et divorcera quelques années plus tard une fois que les enfants soient devenus un minimum autonomes afin de pouvoir retrouver une vie de femme en dehors de sa vie de mère. Et elle justifiera cette décision en disant qu'elle n'a plus de sentiments et que la magie du début a disparu. Ce scénario vous semble être un scénario de science-fiction ou vous semble assez représentatif de beaucoup de relations dans la vie réelle? Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et qu'en est-il des hommes de son entourage que les femmes considèrent avec un faible SMV pour pouvoir avoir une relation court terme ou long terme avec eux? La plupart d'entre eux qui n'ont pas eu le courage de sexualiser mais qui ont réussi à créer un lien affectif finiront dans la friendzone. Et ceux qui ont eu le courage de sexualiser mais dont le SMV est considéré comme insuffisant ou non conforme à ses préférences risquent probablement de se faire ghoster. Quant à ceux qui possèdent un SMV prometteur et correspondant à leurs préférences, ils peuvent finir par devenir des orbiteurs. Un orbiteur est un homme qui a tenté de sexualiser avec la femme mais qui n'a pas réussi à avancer dans les étapes de la séduction. Cependant, pour ne pas perdre cette option, certaines femmes ont tendance à donner l'intention tout juste nécessaire à ces hommes pour qu'ils restent disponibles et puissent satisfaire une partie de leur hypergamie lorsque le moment sera venu. C'est comme l'âne et la carotte. Elle placera la carotte à une distance suffisamment proche pour te faire croire que tu as une chance de l'atteindre. Mais dès que tu te rapprocheras trop, elle éloignera la carotte. Elle pourra interagir avec toi par message, accepter ta tentative de sexualisation et même convenir d'un rendez-vous. Cependant, le jour du rendez-vous, elle trouvera une excuse pour ne pas te voir. Quelques jours plus tard, elle reviendra vers toi comme si de rien n'était et ce cycle peut se répéter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est comme si tu étais un joueur remplaçant qui s'échauffe à la mi-temps en attendant que les titulaires se blessent ou que le coach décide de te faire rentrer, mais qui ne rentre jamais sur le terrain. Cependant, le coach a besoin de savoir que tu es prêt à jouer et être à 100% au cas où un des titulaires se blesse. Pour conclure sur le sujet de l'hypergamie, les connaissances abordées dans les deux vidéos ont pour objectif de t'apprendre la nature féminine afin que tu puisses mieux comprendre les femmes et expliquer les résultats que tu as eus dans tes relations précédentes. L'hypergamie en tant que stratégie évolutive a évolué pour s'adapter aux structures et aux normes de notre société. Bien que certains aspects de cette stratégie puissent entrer en conflit avec les notions d'éthique et de morale, il est important de reconnaître que cette dynamique est profondément ancrée dans les mécanismes biologiques et psychologiques des femmes de nos jours. Une des évolutions notables de notre société est la tendance croissante des hommes à adopter des comportements féminins et des femmes à adopter des comportements masculins. Cette inversion des rôles traditionnels est en grande partie influencée par les dynamiques du capitalisme, du féminisme et des changements socio-culturels de notre époque. Cependant, si nous retournions dans un cadre plus primitif, sans les influences du capitalisme et du féminisme, nous constaterions que les femmes retrouveraient naturellement les principes fondamentaux de l'hypergamie que j'ai abordés dans mes vidéos. Mais malgré les changements socioculturels et les défis éthiques que cela peut poser, les femmes continueront à recourir à l'hypergamie comme une stratégie reproductive fondamentale. Et en comprenant l'hypergamie, c'est comme si tu te présentais à un examen en connaissant déjà les questions qui vont être posées. Maintenant que tu as ces informations, la façon la plus intelligente d'avoir une bonne note à ton examen est de travailler sur ton SMV et d'interagir avec un maximum de femmes pour améliorer tes compétences en séduction. La séduction sera le sujet central des prochaines vidéos, car une analyse excessive de l'hypergamie peut mener à la tentation de blâmer la nature féminine pour les résultats insatisfaisants que l'on peut avoir dans nos relations, plutôt que de se concentrer sur l'amélioration de son développement personnel. Et c'est d'ailleurs pour cela que le contenu Red Pill à succès consiste à exposer des femmes qui pratiquent leur hypergamie de façon ouverte et ainsi créant la frustration de beaucoup d'hommes dans les commentaires. Si tu t'attends à voir ce type de contenu sur ma chaîne, désabonne-toi dès maintenant car ici on est à la recherche du développement personnel. On comprend l'hypergamie féminine et on la tourne à notre avantage pour avoir plus de succès avec la jante féminine et trouver une partenaire qui correspond à nos standards. Si tu souhaites optimiser tes résultats avec les femmes, n'hésite surtout pas à faire un tour dans la description et jeter un coup d'œil sur mon accompagnement de 90 jours et les différentes formations qui vont te permettre d'avoir une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante. C'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié mon contenu et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.